Salut à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et là je fais une vidéo chronique BD. J'essaie d'en reprendre plus régulièrement étant donné que la situation revient à la normale et donc je peux me procurer plus de BD. C'était pas le cas dans les 3 derniers mois, d'où le fait qu'il y ait eu beaucoup moins et presque pas en fait de vidéos de mes chroniques BD. J'adore toujours lire des comics, je suis un grand fan de BD. Vous pouvez voir en arrière de moi, il y a un cadre de la première apparition de Spider-Man dans The Amazing Fantasy. Je l'ai fait encadrer, je trouve que c'est une des plus belles images des comics qui existent. Donc voilà. Donc j'ai 4 comics pour... En fait j'ai 5, mais ça compte pour 4 comics à vous parler aujourd'hui. J'en ai un Marvel, un DC et le reste ça va être indépendant. Donc sans plus attendre, on va commencer cette chronique. Car j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Je commence avec l'univers de Marvel, avec le dernier tome en date. Je sais pas si c'est le dernier actuellement, mais quand je l'ai acheté il y a quelques mois de ça, c'était le tout récent qui vient de sortir. C'est le tome 3, Legacy de Daredevil, dans le 100% Marvel de Panini Comics, qui ont continué à suivre les aventures récentes de Daredevil, qui combat le crime à New York, et qui entre autres tient tête à Wilson Fisk, dit le Caïd. Et dans ce tome-là, il se rapproche un peu plus de son objectif de vaincre le Caïd. Et je voulais le résumé en arrière. Après avoir été maire adjoint de New York aux côtés de Wilson Fisk, Matt Murdock a posé démission. Désormais, il s'efforce de démontrer que l'élection du terrible Caïd a été truquée. Toutefois, sa route est parsemée d'obstacles. Un visage bien connu se dresse d'ailleurs devant lui, un frère jumeau que Matt pensait sorti de son imagination. Donc, dans ce tome-là, le personnage de Matt, qui est Matt Murdock, qui est Daredevil, va être très déstabilisé. Il y a beaucoup de twists dans cette histoire-là, très troublante. Ils vont emmener un ancien frère jumeau de Daredevil que je connaissais pas, qui date des obscurs comics des années 80, qui en a une bonne twist aussi. Il y a aussi un nouveau méchant qui apparaît tout le long de l'histoire, qui est très mystérieux, et quand on découvre c'est qui, c'est un choc. Vraiment, il y a des bonnes twists dans l'histoire. Il y a un bon côté enquête, si je peux dire, parce que c'est pas juste le combat en tant que super-héros, mais c'est aussi le fait que Matt Murdock veut tout faire pour faire tomber le Caïd qui est devenu maire de New York, et depuis quelques tomes maintenant. Et là-dedans, il va y aller vraiment très loin. Il va former une équipe, il va avoir des nouveaux personnages. Et d'ailleurs, un nouveau personnage secondaire qui a des super pouvoirs, qui est assez original. Il est aveugle comme Matt Murdock, mais il n'a pas les mêmes facultés. Lui, il peut, au moyen de papier, je pense, faire apparaître des choses en les lisant. Donc c'est une faculté assez intéressante. Et il y a d'autres personnages secondaires qui s'ajoutent. Et l'histoire est vraiment ficelée. Et la fin, c'est une des fins les plus troublantes que j'ai vues. À date dans l'univers de Marvel récent, entre autres pour Daredevil, il y a une bonne twist. Quand tu découvres la twist finale, c'est assez choquant, mais ça reste très excellent. Les dessins sont toujours très bien, j'adore la colorimétrie des BD de Daredevil. Le rouge est toujours à l'honneur, c'est un beau rouge, c'est pas un rouge troublant. C'est aussi très urbain. Il y a un design vraiment, c'est autant coloré que ça peut être sombre, je vous montre des couleurs assez colorées. Mais c'est ce que j'aime de l'univers de Daredevil, c'est qu'il n'hésite pas à montrer le côté très urbain, très sombre, mais à la fois il y a un côté coloré, on alterne, on n'est pas, mettons, je dirais que beaucoup les BD de Batman, entre autres, on est souvent la nuit, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de couleurs colorées, si je peux dire, ou de lumière. Et ici, on alterne vraiment bien entre les deux. Il y a aussi des dessins un peu plus flous, si je peux dire, qui vont un peu plus sur son origine, si je dirais. C'est très beau aussi à voir. J'aime beaucoup le style graphique de la BD. J'aime beaucoup les aventures de Daredevil, ça fait partie de mes préférés de l'univers de Marvel. Et ce tome-là est toujours aussi bon. La fin me donne goût de suite lire la suite. Je dis souvent ça, mais dans ce cas-ci, c'est parce que la twist est tellement intense que tu veux tout de suite savoir ce qui se passe par la suite. Donc je suis vraiment excité de voir ce qui va arriver. J'imagine que le tome est déjà sorti. Mais étant donné tous les problèmes avec le virus, je l'aurai pas pour tout de suite. Je sais qu'à ma boutique où je vois tout le temps la boîte à BD, ils sont tous décalés en termes de commandes. Je sais que ça va une commande cette semaine, j'ai bien hâte de voir ça. Donc voilà pour le côté Marvel, c'était ma seule BD à vous parler cette semaine de Marvel. On va du côté DC, avec une BD, ma foi, vraiment intéressante. C'est Batman vs Deathstroke, deux des plus grands personnages, à mon sens, de l'univers de DC. Et je vous lis le résumé en arrière. Au cours d'une enquête sur le vol de documents illégaux, Batman apprend une terrible nouvelle. Damien ne serait pas son véritable fils. Les tests ADN semblent indiquer qu'un autre redoutable combattant serait son géniteur. Deathstroke, l'exterminateur, décontenancé par cette révélation, le Chevalier Noir va devoir retrouver Slade Wilson et le forcer à avouer la vérité sur le retournement de situation. Donc, comme vous venez de m'entendre le lire, l'histoire tourne autour de ces deux personnages-là, mais aussi du fils
de Batman, Damian Wayne, qui est là depuis pas mal d'années maintenant dans les comics de DC, qui est le dernier Robin en date. Et là, il y a une nouvelle twist apparemment dans l'histoire. Je vous révèle pas les twists, mais ce serait pas le vrai fils à Bruce Wayne, mais ce serait le fils à Slade Wilson, alias Deathstroke, le plus meurtrier des assassins et le plus efficace des assassins dans l'univers de DC. Et un de mes préférés, j'adore ce personnage-là. Il est violent, il est badass, il a l'air d'être inarrêtable. J'aime beaucoup ce personnage-là. C'est un peu aussi le contraste avec Batman, qui sont très similaires pour beaucoup d'aspects, mais qui n'utilisent pas les mêmes méthodes pour arriver à leur objectif. Et tout le long de la BD, c'est une sorte d'enquête, et les deux vont se confronter à plusieurs reprises durant l'histoire. Et c'est vraiment bien. Ça m'a dérangé au début, j'avais peur que ça ait une direction du genre on reboot l'univers de Batman et de DC avec une nouvelle base pour comme de nouvelles directions, ce qui arrive de temps en temps. Récemment, j'ai lu le premier tome récent de l'univers d'Iron Man dans Marvel, et il avait fait un retournement de situation dans les précédents tomes que j'avais pas lu, qui m'a quand même un peu dérangé sur les origines de Tony Stark. Je pensais que ça aurait pu être dans cette direction-là. Ici, on est plus subtil en termes de retravail d'origine, ce que j'ai quand même beaucoup apprécié. Et la fin est vraiment bien de ce tome-là. J'ai beaucoup aimé la dynamique de cette histoire-là. C'est prenant, c'est une lecture que j'ai lue d'une traite parce que l'action est en continu. C'est presque, il y a beaucoup d'action. C'est une enquête mêlée avec des scènes de combat entre les deux et entre d'autres personnages qui gravitent autour de l'histoire. Mais c'est toujours vraiment jouissif de voir Deathstroke affronter Batman et vice versa. Parce que c'est deux ennemis, deux personnages qui sont extrêmement puissants et durs à affronter. Leurs combats sont épiques. Moi j'ai beaucoup adoré ce que j'ai vu dans cette BD là. Un peu bref quand même comme lecture, mais dans l'ensemble j'ai bien apprécié. Je suis pas un fan de Damian Wayne, le dernier Robin en date. Je le trouve un peu trop arrogant et prétentieux. Même si Jason Todd était un peu dans cette lignée-là, le deuxième Robin de Batman. Mais l'histoire en tant que telle, je l'ai beaucoup appréciée. Il y a vraiment des belles twists, une belle histoire. C'est pas le truc le plus profond en soi, mais il y a une évolution psychologique autant pour Damien, Deathstroke que Batman dans cette histoire-là. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant. C'est une bonne lecture qui se lit à part parce que c'est pas un tome. D'habitude, il y a un numéro indiqué ici. Mais non, ça c'est une histoire à part, c'est une histoire complète qu'on appelle. Donc on n'est pas obligé d'avoir lu les tomes récents des deux, ceux de Deathstroke et de Batman, ou même les Teen Titans avec Damian Wayne, c'est vraiment à part. Il y a une mise en contexte au début, c'est toujours important de... Moi je trouve c'est toujours important de la lire. Puis c'est aussi une des forces de DC, c'est qu'il y a un bon travail sur l'introduction, il y a un texte introductif pour nous faire comprendre l'histoire. Par contre, il n'y a pas de fiche des personnages comme ils font d'habitude pour les DC. Mais dans l'ensemble, c'est ça, comme je disais, c'est une bonne lecture d'ici, une des meilleures que j'ai lues récemment, qui aurait pu être pire que ce que je pensais, mais finalement c'est une bonne lecture. D'ailleurs, il recommande en arrière la collection de Deathstroke. Moi j'ai juste lu le premier tome et qui m'a pas tant convaincu, même si je suis un fan fini de Deathstroke. Reste que c'est un personnage vraiment intéressant. Je veux continuer la série Deathstroke, je vais prochainement sûrement acheter les prochains tomes pour lui laisser une seconde chance. Mais dans l'ensemble, c'est un personnage qu'à chaque fois qu'il apparaît dans des BD que j'adore le voir aller. Deathstroke, c'est juste pour ça que j'ai pris la BD, même si à la base Batman c'est mon héros préféré. Je veux dire, cette combinaison-là, c'est extraordinaire. Donc, une autre bonne lecture à vous recommander. Et là, on va dans l'indépendant. Et je vais commencer par le spin-off. Vous allez comprendre rapidement vite pourquoi. J'ai commencé à relire les Watchmen. Je les avais lus étant plus jeune en version originale, donc en anglais. J'avais eu accès au tome complet pour les lire. Et récemment, ils ont réédité les numéros de Watchmen en français, une nouvelle édition chez Urban, qui est très jolie, je vous la montrer par la suite. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de lire les BD Watchmen. Après, d'ailleurs, avoir vu l'excellente série télé de HBO, Watchmen, qui est la suite, si je peux dire, du film et aussi du comic original. J'invite vraiment à découvrir, c'est une excellente série. Et donc, je me suis dit, je vais relire les comics et lire aussi les spin-offs qui entourent. J'en avais déjà lu un dans le passé, que je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos. Je me suis procuré le tome 2. Là, j'ai peur de ne pas pouvoir accéder aux autres tomes dans la mesure que Urban Comics a décidé d'éditer une édition complète de toutes les spin-offs. Il y avait, je pense, 5 ou 6 spin-offs. Donc, il y a une grosse brique qui vient de sortir. Donc, je sais pas s'ils vont encore éditer les tomes individuels. Je le souhaite parce que j'ai commencé, donc ce serait dommage
de devoir racheter un tome complet quand j'ai déjà les 2 premiers tomes. Mais reste que, voilà, donc ça c'est le deuxième tome des spin-offs de l'univers de Watchmen, qui s'appelle Before Watchmen. C'est le deuxième tome qui recueille 3 histoires, je vous lis le résumé en arrière. Before Watchmen Compagnon. Comment Bill Brady, jeune athlète de l'Université du Kansas, est-il devenu la mascotte super-héroïque d'une prestigieuse banque new-yorkaise? Quels sont les événements entourent l'enfance d'un impénétrable Moloch? Quelle est la véritable histoire du pirate maudit Gordon McLachlan? Désolé si je le prononce mal. 3 dessins tragiques entremêlés dans une toile de complot et de malédiction. Donc, comme je viens de le dire en résumé en arrière, il y a 3 histoires dans cette BD-là. Les 3 sont pas au même niveau. Je trouve, j'avais entendu dire que les Before Watchmen n'étaient pas tous égaux. Il y en avait beaucoup qui étaient assez passables. Je le constate maintenant dans ce tome-là ici. J'ai trouvé certaines choses intéressantes, d'autres un peu moins. Je vais aller étape par étape. Je commence avec la première histoire. La première, c'est sur le super-héros Bill Brady, qui est Bill Dollar dans le fond, qui est un des membres des Minutemen que j'avais parlé dans le précédent tome du spin-off. On peut le voir ici. C'est lui qui est vêtu de bleu avec un symbole de dollar sur le torse. C'était un héros dans l'univers de Watchmen qui était là dans les années 40-50 et qui était dans le fond une mascotte des banques qui faisait peur aux criminels. Et rapidement, il a rejoint le groupe des super-héros de ce moment-là qui était les Minutemen. Et il va avoir un destin assez héroïque, mais aussi assez tragique vers la fin. D'ailleurs, dans le film de Zack Snyder, on peut brièvement le voir en caméo au début du film. C'est un des personnages les plus emblématiques des Minutemen, donc de ce qui s'est passé avant l'univers de Watchmen. Et donc on découvre cette histoire que j'ai vraiment quand même bien aimé. C'est très terre à terre. On suit un personnage qui est banal. C'est un homme banal qui n'a pas de vie en soi, qui n'a pas de trucs intéressants à savoir sur sa vie. Il ne réussit pas à attirer l'attention du monde. Et du jour au lendemain, il a reçu une opportunité vraiment unique de devenir un super-héros pour des banques aux États-Unis, pour devenir leur protecteur, si je peux dire, mais en tant que tel, c'est juste marketing pour attirer les clients à venir dans ces banques-là et repousser les criminels. C'est comme vraiment gagnant-gagnant de ce côté-là. Et avant qu'il arrive, personne ne voulait porter un costume de super-héros. Et lui arrive, il n'a rien à perdre vu qu'il n'a pas de vie. Il accepte de porter un costume parce qu'il faut mettre en contexte que, et c'est très réaliste dans cet univers-là, c'est que porter un costume, c'est très ridicule en soi. Sur toutes les couleurs, il est bleu-rouge avec des étoiles. Soit il faut avoir aucune gêne, soit vraiment il faut être déterminé. Parce que c'est pas évident de porter un costume, ça paraît banal. Dans tous les comics, tous les héros portent des costumes, mais je veux dire, c'est pas banal. Là. Je veux dire, quand je regarde des personnages comme Deathstroke qui portent une armure orange, noire, grise, c'est pas furtif, c'est pas militaire en soi, mais ça fait un design vraiment cool sur lui. Il y a des héros, je pensais donc Spider-Man il est tout en rouge, ça peut paraître cool, mais se promener en spandex rouge dans New York, il faut le faire. Là. Donc c'est ce que j'ai aimé de la première histoire, c'est qu'ils mettent de l'avant un personnage que ça montre que l'univers du super-héros, c'est pas banal. Là. C'est une décision lourde de sens. Même s'il n'y a pas de super pouvoir, rien, c'est juste un homme ordinaire qui est quand même en forme et qui a une bonne gueule. Il voulait être acteur à la base, si je me rappelle bien. Et donc, il y a une bonne histoire, une belle évolution. Ça nous permet de mieux comprendre. Il donne le point de vue sur les Minutemen de son point de vue à lui. J'aime bien ça. Et aussi, ça fait tragique. Fait sens aussi avec l'univers de Watchmen. Parce qu'ils mettent plein de références dans l'univers de Watchmen que les héros c'est vraiment comme une phase, si je peux dire. Et ils ont tous des problèmes. Il n'y en a aucun qui est parfait. Et lui aussi, il déloge pas. Et même s'il paraît très banal, il y a certains problèmes à lui aussi. Et il va finir assez tragiquement. J'ai bien aimé son histoire. C'est celle qui. C'est pas la meilleure des 3, mais c'est pas la pire. Il y a quand même quelques défauts dans son histoire. C'est pas le truc prenant. Et c'est pas tant complémentaire. C'est un bel ajout pour mieux comprendre l'univers de Watchmen. Mais ça ajoute aucune valeur ajoutée en tant que tel à l'univers de Watchmen. C'est juste un plus qui est vraiment apprécié pour les fans comme moi de l'univers de Watchmen. La deuxième histoire, c'est sur le méchant Moloch, qui est présent dans la BD Watchmen à la base. C'est un ancien méchant récurrent des Watchmen et entre autres de l'ancienne génération des Minutemen, qui est dans le comic Watchmen, il est à la retraite et malade. C'était un grand illusionniste à l'époque qui savait sur faire ses crimes. Et donc ici on a dans le fond l'histoire de son point de vue, comment il est devenu un méchant. Comment la vie l'a emmené à ce point-là, comment il s'en est servi, comment il est devenu célèbre,
comment il a affronté les héros qui étaient là à cette époque-là, comment il s'adaptait aux nouveaux héros, entre autres Dr. Manhattan, comment il liait à l'histoire de Watchmen dans le comic, parce qu'il y a un impact quand même, ça peut pas être mineur en soi quand on lit le comic Watchmen, mais avec cette histoire-là, on comprend un peu mieux son impact dans l'univers de Watchmen, dans le comic, à quel point il était une pièce maîtresse de l'histoire de Watchmen. Donc c'est une bonne histoire, je trouve que c'est la meilleure des trois, ça ajoute vraiment une valeur ajoutée à l'univers de Watchmen pour bien comprendre vraiment la complexité qu'est le comic Watchmen en soi. C'est un des meilleurs comics indépendants et c'est pas pour rien. Je pense que c'est en mon sens, je les connais pas tous évidemment, mais je trouve que c'est le meilleur comic indépendant, c'est Watchmen. Il a réussi à créer un univers assez unique, prenant, qu'on veut relire, on veut redécouvrir. La preuve, c'est qu'il ne cesse pas de refaire des adaptations, d'utiliser le comic. Récemment, on a eu un crossover avec DC, t'as la série Watchmen, il y a eu le film Watchmen il n'y a pas si longtemps. Je serais pas surpris qu'il y ait d'autres contenus qui s'en viennent sur l'univers de Watchmen. C'est vraiment écœurant. Donc, j'ai bien aimé l'histoire de Moloch, qui m'avait pas tant marqué, je dois préciser à la base, dans le comic Watchmen à l'origine, mais ici, il m'a fait comprendre son importance et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai aimé son origin story, c'est venu me chercher, je trouve ça assez troublant, parce que il l'a pas eu facile, il a décidé d'aller une voie pour comme s'en sortir, et c'est pas la meilleure voie en soi, même si pour certains ça peut pas être la meilleure voie. Pour lui, ça a été quelque chose d'intéressant, ça a quand même fait devenir un super vilain, mais en soi, c'est pas la... Je ne recommande pas de devenir un super vilain pour s'en sortir, mais pour lui, c'est ce qui s'est donné. Et c'est l'image qu'on voit sur la couverture de la BD, c'est Moloch, l'illusionniste. Donc, j'ai bien aimé qu'ils mettent ça en importance sur le comic, parce que je trouve que c'est dans les trois histoires, c'est la plus intéressante. Et la dernière histoire, qui est le pirate maudit Gordon McLachlan. Je suis sûr que je le prononce mal, mais je fais l'effort de le prononcer. J'avais pas compris l'intérêt au début de cette histoire-là. J'ai encore un peu de misère à comprendre l'intérêt de cette histoire-là. Dans le fond, dans les comics Watchmen, c'est pas les... dans l'univers du comic Watchmen, il y a des comics, puis c'est pas les comics super-héros qui sont les plus populaires, vu que les gens peuvent voir en vraie vie des super-héros. Donc, les comics traitent d'un autre univers, traitent d'univers des pirates. On peut voir quelques reprises dans l'univers des comics de Watchmen, la référence à des comics de pirates, et entre autres à ce personnage-là. Dès le tome 1, si je ne me trompe pas, on a une scène où on voit un jeune lire une BD, et c'est la BD de ce pirate-là. Et donc, dans cette histoire-là, on s'insère littéralement dans un comic de pirate, de ce pirate-là, qui est Gordon McLachlan, qui est le personnage le plus emblématique des comics dans l'univers des comics de Watchmen. C'est très méta comme histoire, et je l'ai trouvé assez oubliable en soi. Même si j'ai mis les références, je suis quand même un fan de l'univers des pirates, surtout depuis les univers des Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, j'ai ressenti quelques références, je sais que c'est écrit avant, mais à l'univers des Pirates des Caraïbes, même si c'est à la base, c'est tout inspiré des mythologies des pirates. J'ai trouvé l'histoire, j'ai eu de la misère à la lire et à la finir. J'ai pas trop aimé le style graphique, mais c'est quand même un complément à l'univers de Watchmen. À date, c'est celui que je trouve le moins intéressant. Si on veut lire cette histoire-là, on peut littéralement skipper le pirate et ça change pas grand-chose. Ça permet de mieux comprendre un peu l'ambiance, si je peux dire, dans l'univers de Watchmen, l'univers qui est établi, dans le sens que la BD est très sombre. L'histoire est très sombre et très, comment je dis ça, dark. Pas dark, mais je le redis en anglais, mais c'est pas heureux. Il n'y a pas une belle fin, il n'y a pas d'happy ending, il est curieux beaucoup d'enfants, c'est vraiment une histoire tragique là, et ça cadre bien avec l'univers de Watchmen, mais c'est très passable, c'est très oubliable. Je vais montrer quelques exemples graphiques. Ici on a les flashbacks sur Bill Door, qui est vraiment bien. Ça c'est quand il rejoint les Minutemen. Voilà. Et je vais vous aller avec voilà, l'origine de Moloch. Voilà. Et je vais finir avec je vais vous montrer pourquoi j'aime pas le style graphique du pirate. Je vais chercher de quoi qui a de l'allure. Si ça a de l'allure. Vous pouvez voir, c'est très grisâtre, c'est plus ou moins noir et blanc, il y a un peu de couleur, mais ça cherche dans le grisâtre et c'est très... il y a un côté très chaotique que j'ai pas tant aimé.
Et l'histoire est plus ou moins je dirais ça, chaotique. On a la misère à suivre, mais quand on voit le twist de la fin, moi j'avais deviné le twist de la fin dès le début, j'avais fait le lien assez rapidement. Je sais pas si c'est juste moi qui ai fait le lien, mais je l'ai pas trouvé très surprenant le twist final du truc de pirate. Mais dans l'ensemble, c'est un autre complément intéressant à l'univers de Watchmen, le tome 2. Je vais essayer d'obtenir le tome 3. J'espère qu'ils font encore les tomes individuels. C'est une bonne lecture pour ceux qui ont aimé l'univers de Watchmen, qui veulent en savoir plus. Comme je dis, la première histoire est bien, la deuxième est vraiment un bel ajout, et la dernière est assez oubliable. Mais c'est un bon complément finalement pour l'univers de Watchmen. Donc voilà. Et je termine avec le gros morceau que je vais garder pour la fin. Les nouvelles éditions de l'univers de Watchmen. Celui-ci étant le tome 1 avec le fameux dessin emblématique de Watchmen, l'horloge. Et ça, c'est le tome 2 de Watchmen. Ils ont prévu de faire 12 tomes, c'est 12 petits tomes, donc c'est 12 numéros d'origine de Watchmen. Et ils ont fait, après ça, faire un gros tome complet en français. Ils ont édité, c'est des belles éditions, là. C'est pas très épais, c'est solide, c'est rigide. Le graphique, c'est très beau. Et les dessins ont été retravaillés. C'est vraiment une belle édition, c'est super beau. Et j'essaie de faire un résumé assez simple, mais l'univers de Watchmen, dans le fond, c'est un univers dystopique où, dans le fond, les Américains ont gagné la guerre du Vietnam, entre autres, et qu'il existe des super-héros dans cet univers-là, qui existent depuis les années 40, et ils ont redéfini l'image des États-Unis. Et dans les années 70, si je ne me trompe pas, il y a un super-héros qui est apparu, que c'est le premier à avoir des super-pouvoirs, qui est Dr. Manhattan, qui redéfinit l'histoire américaine et du monde à cause qui a permis la victoire de la guerre du Vietnam et d'autres guerres et d'autres événements. Et donc ça crée une nouvelle histoire, un nouveau monde qui est différent du nôtre aujourd'hui parce qu'on est dans cette époque-là, on est dans les années 80-90 et ils sont toujours en guerre froide, mais une guerre froide vraiment plus saisissante, et c'est toujours Nixon qui est président des États-Unis, qui avait été à la base été éclipsé à cause d'un scandale. Il est toujours présent et l'ambiance est très lourde et très sombre, mais est très prenante en soi. Et on suit dans le fond une enquête. L'univers de Watchmen, c'est une enquête montrée du point de vue de Rorschach, qui est un des rares super-héros encore actifs dans l'histoire présente de Watchmen, parce que tous les héros sont en retraite plus ou moins, sauf Dr. Manhattan. Et Rorschach va enquêter parce que dès le début de l'histoire, c'est pas un spoiler, il y a un ancien super-héros qui s'appelle le Comédien qui va être retrouvé mort dans son appartement. Et c'est assez louche comme mort. Et donc Rorschach va enquêter et tranquillement, ça va devenir de plus en plus comment je dirais ça, mystérieux. Il y a des éléments qui vont s'impliquer ensemble, qui vont faire poser encore plus de questions. Ça va être très captivant, on va vouloir suivre ça de... Moi dès que j'ai fini le tome 1, j'ai tout lu le tome 2, j'ai eu accès aux deux premiers rapidement. C'est vraiment très prenant et j'ai lu le tome 3, j'ai lu le tome 4 que j'ai commencé. C'est super vite vu que c'est très mince, c'est un numéro à la fois. J'adore cette histoire, je l'avais déjà lu une fois en anglais il y a très très longtemps. Donc j'ai eu la joie de les relire en français, ce qui est vraiment une bonne chose pour moi, parce que j'adore ce comic-là et j'avais jamais vraiment eu la chance de lire ce comic-là en français et ça me permet d'encore plus le savourer. Pas que je comprends mal l'anglais, c'est juste que je préfère lire dans ma langue d'origine les comics. Je trouve que ça ajoute une valeur ajoutée à mes lectures. Et donc je suis très content qu'il ait réédité ça. C'est dans la lignée du fait que la série Watchmen est ressortie. Et je pense que c'est aussi l'anniversaire de Watchmen prochainement, de la sortie du comic, ou c'est déjà le cas. Donc je trouve que c'est une belle occasion de ressortir cette édition-là. Par contre, la particularité, c'est qu'ils n'ont pas toutes sorti d'un coup. J'imagine pour profiter de la vague pendant probablement un an. Donc il y a, je pense, 6 tomes de sortie à date, donc la moitié. Je vais avoir dans les prochains jours, j'ai hâte. Et donc c'est une belle histoire. J'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait dans ce comic-là. Vraiment, l'aspect graphique est respecté parce que c'est quand même très vieux comme comic. Mais c'est toujours aussi beau. Puis j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu recolorié pour le rendre encore plus beau, encore plus magnifique. C'est vraiment, d'habitude j'ai de la misère avec les vieux comics. C'est un style graphique que j'apprécie beaucoup moins. Je trouve qu'il est moins clair, si je peux dire. Mais ici, force de constater que c'est vraiment... J'essaie de montrer le plus de détails possible. Que c'est vraiment très beau. Là. Ça ajoute aussi une valeur dans le sens qu'il aurait pu... Je
pas moi, le redesigner à l'époque moderne. Ils ne l'ont pas fait, ils le gardent dans cette époque-là. Et c'est très beau, là, les dessins. Là. C'est pas autant profond que des comics récents, on voit que la technologie était pas au même niveau, mais ça reste très. Le souci du détail dans l'histoire est très bonne. Je me suis arrêté sur certaines images pour remarquer l'arrière du décor, les objets placés. Et il y a vraiment un souci du détail vraiment remarquable dans ces BD-là, c'est vraiment très beau. Je vais vous montrer quelques images du tome numéro 2. Dès la première page, on voit quelque chose d'assez bien. C'est une histoire vraiment bien parce qu'on a le présent, mais on a plusieurs flashbacks comme ici présent qui permettent de comprendre l'origine des personnages qu'on suit parce qu'ils sont tous, ils ont tous un passé de troupe, si je peux dire. Et donc, grâce aux flashbacks, ça permet de bien suivre l'histoire. Et aussi, désolé si vous entendez des scènes de police, ça a l'air que c'est pas tant silencieux en ce moment. Donc, comme je disais, ouais, ça permet de mieux comprendre l'histoire, de mieux comprendre les personnages, de comprendre leur complexité, je peux dire, parce que c'est pas une histoire simple, c'est pas des comics très légers que tu peux lire en riant et en passant à autre chose. C'est vraiment, tu observes, t'écoutes, c'est une histoire assez prenante. Et à la fin de chaque tome, je trouve ça assez intéressant. Je me rappelais pas qu'il y avait ça dans le tome en anglais que j'avais lu, mais je sais que ça existait. C'est que à la fin, il y a un extrait de journal du premier hibou. Qui était présent dans le fond, le premier tome des Before Watchmen, c'est son journal au complet. Donc je reconnaissais l'histoire, je l'ai quand même relu pour le plaisir. Mais dans le fond, à chaque fin de tome de Watchmen, on a un extrait de son journal qui est en train d'écrire, pas son journal, de son livre plutôt, excusez-moi, qui est en train d'écrire sur les événements qui sont passés avant l'univers de Watchmen, qui permettent d'avoir, moi je dirais ça, une plus grande image de l'univers qu'est Watchmen, parce que on suit cette histoire-là qui est quand même très impliquée dans un moment clé de l'histoire, mais avec ces extraits de livre-là, on a un background ajouté qui permet de faire, ok, c'est parti de là, ça évolue vers là, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, donc il y a une belle évolution. J'ai beaucoup aimé ça de cette lecture-là, j'ai trouvé quand même un peu plus... Je sais pas si c'est parce que le fait d'alterner entre lire une BD et lire du texte brut, c'est pas la même chose, mais j'ai trouvé un peu plus difficile de lire le texte au complet parce que je manquais d'images, j'étais habitué de suivre l'histoire avec des images, j'avais beaucoup d'images pour me situer, même si à certains moments mettre des photos en noir et blanc pour avoir quand même un lien à comprendre. Mais grâce au Before Watchmen, j'ai pu bien suivre sans trop me perdre dans l'histoire. Et je trouve ça bel ajout. Je me rappelle pas qu'il avait dans le tome en anglais au complet, mais c'est un ajout bien pensé pour ces comics-là. Et comme je dis, j'ai bien hâte de lire la suite de ces Watchmen-là, même si je connais l'histoire, c'est toujours un régal de relire. Donc voilà, donc c'était mes lectures de cette fois-ci. Donc 3 Watchmen, un Marvel et un DC. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié dans ces lectures-là, s'il y a une lecture qui vous intéresse plus qu'une autre. Si je pensais à ça, s'il y a des héros ou des personnages que vous voulez que je lise, je suis toujours ouvert à découvrir des nouveaux personnages. C'est sûr que je me concentre beaucoup sur l'univers de Marvel et DC, mais il y a d'autres univers qui existent que j'aimerais découvrir. L'univers de Hellboy qui m'intéresse fortement depuis un certain temps. J'ai commencé avec Lobster Johnson récemment. Et il y a l'univers Valiant qui est intéressant et qui est accessible en français maintenant au Québec. Je me suis pas encore attaqué à cet univers-là parce que les tomes sont un peu plus coûteux, mais très intéressant. Donc comme je dis, n'hésitez pas à me dire si y a un personnage en particulier que vous voulez que je lise et que je vous en parle, ou une BD tout simplement, s'il y a un comic qui vous a marqué et que vous voulez que j'en parle, eh bien n'hésitez pas à me le proposer. Et moi je vous invite à continuer à me suivre sur YouTube et de vous abonner à ma chaîne ou sur ma page Facebook et à liker et à partager, c'est très important pour m'aider à me faire une visibilité, à me faire reconnaître, parce que oui, je vous vois que vous êtes là, que vous commentez, vous likez, mais manifestez-vous plus que ça. J'apprécie énormément de voir l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Récemment, j'ai eu un bon en termes d'abonnés, je suis très heureux et je vous salue tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, je suis très content. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre ma chaîne et à partager, ça me fait plaisir et ça va m'aider aussi je suis motivé, mais ça va me motiver aussi encore plus si je vois que le monde partage et qu'il embarque plus à continuer. J'adore faire mes vidéos, je crois qu'il y a quand même un public pour ça. J'essaie toujours de m'améliorer évidemment, mes vidéos sont loin d'être parfaites, mais je pense que j'offre un bon contenu.
Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Je sais pas encore ça va être quoi, j'hésite entre un parlons cinéma et possiblement une vidéo de ASMR. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc j'y réfléchis, ça devrait être réglé dans les prochains jours. Donc je vous dis à la prochaine, ciao bye!